Pour comprendre comment ça marche, on va passer par des expériences. Donc ici, première expérience, on a cultivé des plantes d'orchidées pendant 9 mois, soit en présence de mycorhizes, soit en l'absence de mycorhizes. Et on voit qu'en présence de mycorhizes, les plantes se sont beaucoup mieux développées qu'en leur absence. Donc il semble que la présence de mycorhizes ait un effet bénéfique sur le développement des plantes. Alors comme on sait que les mycorhizes se situent au niveau du sol et que c'est dans le sol que les plantes puisent l'eau et les minéraux, la question c'est est-ce qu'il y a des échanges d'ions et d'eau entre les champignons et les plantes? Pour répondre à cette question, on va faire une expérience. Donc c'est ce qui est représenté en haut ici. Donc dans laquelle on a cultivé une plante et un champignon séparés par un grillage qui est suffisamment fin pour empêcher les racines de passer à travers le grillage, mais suffisamment fin pour permettre aux ifs de passer quand même. Donc au début de l'expérience, le champignon et la plante n'ont pas encore formé de mycorhizes. On place des ions radioactifs uniquement du côté du champignon. Donc on laisse ensuite le temps passer et les mycorhizes vont se former entre le champignon et la plante. Et ensuite, on va mesurer le taux de radioactivité dans la plante et on va se rendre compte que les parties aériennes des plantes sont devenues radioactives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le champignon a absorbé les ions radioactifs, les a transférés via le système mycorhizien, que ces ions sont ensuite entrés par les racines et puis grâce aux vaisseaux conducteurs, notamment le xylème, sont montés jusqu'aux parties aériennes. Donc cette expérience, elle prouve qu'il y a des échanges d'ions entre les champignons et la plante. Deuxième expérience, cette fois-ci, on va placer l'arbre, enfin la plante et le champignon dans 2 compartiments séparés par une cloison étanche. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'échange au niveau de l'atmosphère de chacun des compartiments. Et on va placer du CO2 radioactif dans le compartiment où se trouve l'arbre. Et si on fait ça, en fait, on se rend compte qu'on va retrouver la radioactivité au niveau du champignon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plante a fixé le CO2 grâce à la photosynthèse, a produit du sucre, donc du sucre radioactif, et que ce sucre a été transféré aux parties racinaires, puis via le mycélium et les mycorhizes jusqu'aux champignons. Donc cette deuxième expérience, elle montre qu'à l'inverse, ici, on a des échanges du coup de carbone entre la plante et le champignon. Donc les échanges se font dans les 2 sens. Les ions depuis le champignon vers la plante et le carbone depuis la plante vers le champignon. Donc si je résume, dans le cas des mycorhizes, on a des échanges réciproques. Le champignon fournit l'eau et les minéraux à la plante. Donc si je représente ça, on a ici le champignon, la plante, les mycorhizes, et puis imaginons qu'on ait ici une zone riche en eau et en minéraux. Le champignon va pouvoir mobiliser les ions et l'eau qui ne sont pas accessibles directement à la plante via son système racinaire. Ensuite, il va transférer ces ions et cette eau via le mycorhize jusqu'aux racines et donc ensuite ça va pouvoir pénétrer dans la plante. Les champignons ont une très grande capacité d'exploration du sol et en fait ça va permettre d'augmenter la surface d'échange des plantes. On considère que pour 1 mètre de racines, on a 1 km d'ifs et que le volume de sol exploré par les ifs est 1000 fois supérieur. Donc là, vous avez une représentation du système racinaire. Donc l'ensemble des systèmes racinaires, c'est la rhizosphère. Et puis le système de mycélium, donc les ifs du champignon, qui représente la mycosphère. Et la mycosphère représente un volume 1000 fois supérieur à la rhizosphère. Donc c'est ça l'intérêt, c'est que le champignon explore un territoire beaucoup plus large, donc il va pouvoir aller chercher l'eau et les minéraux qui ne sont pas accessibles à la plante. Et en échange, la plante, qui est autotrophe, donc qui fait de la photosynthèse, en utilisant l'énergie de la lumière, le carbone, du CO2, va produire du sucre. Et
transférer ce sucre au champignon, qui lui est hétérotrophe, donc a besoin de carbone organique pour se développer. Donc les échanges sont réciproques et sont à bénéfice réciproque. C'est ce qu'on appelle une association symbiotique. Une association symbiotique, donc une symbiose, c'est une association entre deux individus d'espèces différentes avec des bénéfices réciproques. Il n'y a pas que les mycorhizes comme symbiose au sein du monde végétal, il y a aussi les nodosités qui permettent aux plantes de fixer le diazote atmosphérique, le N2. Donc il faut savoir que l'azote, N, c'est un élément essentiel pour les plantes, elles en ont besoin en grande quantité et elles vont le trouver soit dans le sol sous forme par exemple de nitrate, soit sous forme de diazote atmosphérique dans l'atmosphère. Le problème c'est que dans le sol, le nitrate il est présent en très faible quantité, alors que le diazote atmosphérique, lui, représente une ressource très abondante d'azote, puisque 80% de l'air est constitué de diazote atmosphérique. Donc certaines plantes, les légumineuses ce sont les lentilles, les pois chiches, ce genre de plantes, elles peuvent utiliser le diazote atmosphérique grâce à une association symbiotique avec des bactéries, c'est ça qui va former les nodosités. Donc les nodosités, ça ressemble tout simplement à des petits nœuds, des petites sphères à la surface des racines. Si on fait une coupe transversale dans une nodosité, on voit qu'elle est constituée de différentes zones, que les différentes zones correspondent à différents stades d'association avec la bactérie. Et le stade fonctionnel se situe à peu près au niveau du centre de la sphère, de la nodosité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous donner une idée. Donc comment ça va se passer? Les bactéries vont en fait entrer à l'intérieur des cellules végétales et elles vont fixer le diazote atmosphérique pour le transformer en une forme utilisable par la plante, le NH4, qui ensuite, donc dans la cellule végétale, va être transformé en acide aminé et ça va permettre de circuler dans la plante et d'être distribué à l'ensemble de la plante. A l'inverse, la plante, on le sait, fait de la photosynthèse au niveau de ses parties aériennes qui va produire du sucre et le sucre est transféré de la cellule végétale vers la bactérie. Donc il y a les échanges réciproques. Le N2 capté par la bactérie est transféré sous forme d'acide aminé, enfin de NH4 à la plante et la plante fournit du carbone sous forme de sucre à la bactérie. Donc on a bien une relation symbiotique. Pour finir sur la fonction de nutrition, je voudrais évoquer le cas des épiphytes. Épiphyte, ça vient de épi, sur, dessus, et phyte, le végétal. Donc ce sont des plantes qui poussent sur d'autres plantes et non pas sur le sol. On les trouve communément dans les milieux tropicaux où l'humidité atmosphérique est élevée. Donc, par exemple, parmi les broméliacées, vous avez beaucoup d'épiphytes et les orchidacées aussi. Alors attention, ce ne sont pas des parasites, c'est-à-dire qu'elles utilisent l'arbre, l'hôte, uniquement comme un support. Elles ne prélèvent pas de nourriture sur l'hôte. Et comme ce sont des plantes hors sol, elles ont des racines aériennes. Alors dans certains cas, ces racines aériennes vont simplement servir à la fixation, comme par exemple ici chez les broméliacées. L'eau est absorbée, elle, directement par les feuilles. Mais dans certains cas, les racines se sont adaptées au milieu et vont permettre, par exemple, d'absorber rapidement l'eau atmosphérique. Donc c'est le cas, par exemple, chez les orchidacées, où on a un tissu spongieux tout autour de la racine. Donc c'est ce qui est noté V ici, c'est le vélamen. Et c'est un tissu qui est capable d'absorber très rapidement l'eau atmosphérique. Ces racines sont aussi éventuellement capables d'accumuler de l'eau et de limiter les pertes en eau. Donc il y a vraiment une adaptation de ces racines aériennes pour exploiter l'eau de l'atmosphère. Pour ce qui est du cas des parasites, je vous renvoie au cours sur les feuilles que vous avez eu avec Madame Balland au sujet des racines suçoires. En résumé de cette partie sur la nutrition, nous avons vu différentes modalités de nutrition chez les plantes. Donc la première, c'était l'absorption directe de l'eau et des minéraux du sol par les racines.
Donc ça, on a dit que ça se faisait principalement au niveau des racines jeunes. Ensuite, on a vu des associations symbiotiques qui permettent soit l'exploitation de minéraux du sol, soit de diazote atmosphérique, par exemple pour les nodosités. Ça, c'est valable plutôt pour les racines âgées. Et puis, on a vu le cas des épiphytes où l'absorption de l'eau atmosphérique peut se faire au niveau des racines. Donc ça, c'est pour des racines aériennes.